Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité régionale, nationale et internationale. Et comme à chaque semaine, j'ai un panéliste de qualité. Cette semaine, j'ai l'extraordinaire Patrice Bouchard, politologue, conseiller municipal et homme à tout faire. Bonjour, Patrice. Homme à marier. Homme à marier. Mais déjà marié. Ouais, hey, salut, ça va? Oui, ça va bien, toi? Hey, oui, puis écoute, je suis content de faire la saison avec vous autres. Ça va être le fun. Oui, c'est un beau retour. On est très heureux de t'avoir avec nous. On va commencer par une... c'est pas vraiment une nouvelle, là, c'est de la sensibilisation. Donc, on est dans la semaine de prévention du suicide. C'est important d'en parler parce que c'est une problématique qui est récurrente. Il y a des gens qui souffrent. On parle beaucoup de santé mentale depuis plusieurs années. C'est une problématique qui est importante. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Et je lisais une étude dernièrement très intéressante qui disait que dès l'enfance, on a l'habitude culturellement de plus encadrer ou englober nos petites filles. Puis les petits gars ont tendance rapidement à tenter de les rendre indépendants, autonomes. Et ça fait que plus tard, ils ont plus de difficultés, les hommes ont plus de difficultés à aller chercher de l'aide, à demander de l'aide, à assumer et à reconnaître qu'ils ont un problème. Et puis, je pense qu'il y a une éducation à faire là-dessus. Puis je pense que la semaine de prévention du suicide reste hyper importante. Oui, puis je veux dire, même si dans les dernières années, le bilan s'est quand même un peu amélioré, le fait c'est que on est toujours à plus ou moins 1000 suicides par année au Québec. Ça fait 3 par jour, ça. 3 par jour. Hein? Puis là, là, on pourrait parler chez les hommes, chez les femmes, mais là, tu as chez les jeunes ou les jeunes autochtones ou en proportion, c'est plus... En tout cas, tu sais, puis là, le nouveau phénomène peut-être aussi chez les aînés, là, semble-t-il. Fait que là, tu sais, c'est toutes sortes de réflexions qu'on doit avoir là-dessus, mais effectivement, c'est un beau moment pour ça. Puis il y a toutes sortes d'activités dans cette semaine-là, de publicité, de messages, puis il faut rester à l'affût, pas tant pour soi, mais pour dans son entourage. Des fois, essayer de reconnaître les signes. Puis il ne faut pas avoir peur d'en parler, d'oser confronter aussi les gens. Hein? Je parlais avec des spécialistes qui disaient qu'il ne faut pas se gêner pour demander est-ce que le suicide est une option. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie, un ami qui y allait pas, puis j'ai osé faire ça, puis la personne m'a clairement répondu oui, le suicide peut être une option. Là, tu ne sais pas trop quoi faire parce qu'on n'a pas les outils nécessairement, mais on a des ressources partout et c'est à nous aussi d'aiguiller ces gens-là vers des ressources. Et cet ami-là, présentement, va très bien et va régler son problème. Quelqu'un m'avait déjà dit est-ce que c'est une option? Bien, il disait c'est une option, mais est-ce que c'est la meilleure option? Ben non. Tu sais, en voulant dire que c'est ça. À un moment donné, à court terme, tu vois plus de solution. Mais bon, quand on... Parce que la majorité des gens ne veulent pas mourir. C'est un appel à l'aide. Ils ne savent pas trop comment. C'est plus mettre fin à une souffrance que de vouloir mourir. Oui, puis il y a tout aussi la problématique des gens qui restent après. Là, parce que ça... J'avais déjà vu une statistique par rapport à ça. C'est intéressant ce que tu soulèves parce qu'il disait que quand il y a une personne qui se suicide, là, en moyenne, autour, mettons, qui est directement en contact avec cette personne-là, dans son entourage, famille, amis, c'est en moyenne 17 ou 19 personnes impactées. Fait que là, je reviens avec mon chiffre de tout à l'heure, 1000. Oui. Ben, 1000 fois 17 ou 19, ça commence à faire du monde, ça, ouais. Qui sont touchés d'une façon ou d'une autre là, par le geste. Fait que c'est important d'en parler, donc soyez à l'affût, prenez les informations, les numéros de téléphone pour aider ou trouver en fait les bonnes ressources pour aider les gens qui ont cette souffrance-là dans leur vie et qui veulent s'en débarrasser. Tu voulais me parler de la cité étudiante et des langues autochtones. Bien, c'est parce que je trouvais ça intéressant cette semaine, parce que là, il faut dire aux gens à la maison qu'on est le 29 janvier. Alors, je pense que c'est lundi, il y avait un article où on parlait du climat à la cité étudiante de Roberval, où on interdisait... Le titre était un peu gros, là. On interdisait aux jeunes autochtones de parler leur langue. Et bon, là, quand on lit l'article, on comprenait, je pense, c'est le directeur de l'endroit qui disait, écoutez, avant ou après le cours, là, à récré, c'est l'heure du midi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, c'est pas ça la question, mais c'est que si, dans une classe, tu as un petit groupe qui parle une langue que personne d'autre comprend, alors là, tu sais, au niveau de la cohésion, de la communication, ça peut devenir difficile. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est que il y avait aussi des pistes de réflexion puis de solutions dans l'article. Exemple, il y a des activités parapériscolaires qui peuvent s'organiser avec ce thème-là
pour faire rayonner davantage cette langue, la langue, là, tout dépendant de laquelle on parle. Dans ce cas-ci, c'est la langue Innu. Par contre, il y avait d'autres personnes qui disaient, pourquoi pas avoir une espèce de cours optionnel, cours complémentaire. Puis, tu sais, je me disais, effectivement, pourquoi on n'a pas de cours complémentaires? Tu sais, oui, je comprends l'aspect utile de l'anglais ensuite de l'espagnol. C'est beaucoup ça dans notre cursus scolaire qui est mis de l'avant. Mais il y en a d'autres des langues, puis que pourquoi pas, tu sais, j'ai rien contre le fait d'aller faire du canot une fin de semaine, mais un cours de langue autochtone, ça peut être intéressant, tu sais, ça peut être stimulant. Fait que il fallait pas, je crois, prendre l'article puis victimiser plus qu'il faut là, les jeunes autochtones. En même temps, on apprenait que je pense qu'il y en a 65 ou 70 à la cité étudiante, et c'est un nombre qui va augmenter. Donc, si c'est pas maintenant, ça va être plus tard, mais à un moment donné, la question va se poser de plus en plus. Donc, moi, personnellement, je vais toujours défendre l'idée que dans la classe, c'est en français et dans la société en général, là, moi, je veux pas remettre ça en question, mais en même temps, il faut peut-être créer des espaces. Oui, puis ça donne des outils aux gens au niveau de la communication. Hein. Il y a 6800 langues dans le monde, puis il y en a plus de 50% où il y a moins de 10 000 locuteurs, donc c'est des langues qui sont voués à mourir si on les entretient pas. Puis là, c'est un patrimoine non bâti, comme on dit. Ouais. Puis l'autre affaire, en parallèle, ça m'a fait penser à chaque année, au moins 2 fois par année, on entend l'idée que les joueurs francophones ne peuvent pas parler en français dans la chambre. Tu sais, on se créerait dans le temps de Maurice Richard, là. Ouais. Mais c'est encore ça, là. Ouais. Tu sais, puis là, le monde semble oublier que, mettons, chez les Saguenayens de Chicoutimi, ça se passe en anglais, là, plus souvent qu'autrement. Je me rappelle d'une sortie de Michel Roche, d'ailleurs, à l'université, là, par rapport à ça. Et dans le temps des fêtes, on avait Team Canada, là. Alors, Team Canada, c'était pas en français que ça se passe. Puis là, là, alors, tu sais, il y a comme un enjeu, là, aussi, parce que là, on se ramasse à dire, il faut protéger la langue française, il faut protéger les langues autochtones, mais on s'aperçoit que finalement, dans les deux cas, il y a que c'est fragile. Évidemment, le français, par rapport à la langue autochtone, est moins menacé, surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Mais à une échelle québécoise et un peu plus, le français est quand même sur un équilibre. Alors, ça me faisait penser à tout ça, là, tu sais, en parallèle, là, en tout cas, je faisais des comparaisons qui, je pense, se valent là, entre les deux. Génial. On va aller faire un petit tour à Péribonka, musée Louis-Aymon. Hein. On sait qu'il y a un projet de déménager le musée au centre-ville de Péribonka, donc près de l'église, pour avoir un nouveau projet, amener la maison de Samuel Bédard, etc. Et là, ça semble compliqué et les gens à Péribonka semblent dire que là, ça presse. Là. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Sinon, c'est la survie. Qu'est-ce qui semble compliqué? C'est-à-dire la réponse au niveau des aides financières? Des aides financières, parce qu'on n'est pas capable de s'offrir ça, si tu veux. Mais là, si c'est pas fait rapidement, le risque de voir disparaître le musée Louis-Aymon semble réel. Oui, puis en fait, je sais que localement, il y a des efforts qui se font, notamment au niveau de la MRC. Alors là, maintenant, c'est de voir quel programme existe, puis tu commences à faire un programme gouvernemental, c'est rare que ça fait... c'est pas rare, mais ça arrive souvent que ça cadre pas tout à fait, puis des fois, il y a une partie des travaux qui cadrent, mais pas tous les travaux, puis on peut bien comprendre pour une petite municipalité comme Péribonka que s'ils n'ont pas de l'aide, c'est impossible. Ouais. C'est absolument impossible. Mais je veux dire, ils n'ont pas les revenus, les budgets pour assumer ça. Alors, bien sûr qu'ils ont besoin d'aide. Moi, je trouve que sur le fond, que c'est un bon projet. Je ne connais pas le détail là, de tous les tenants et aboutissants de ce projet-là, mais l'idée de rapatrier au village, et d'ailleurs de récupérer en partie l'église aussi, là, pour tout ça. Tu sais, il y a une question de patrimoine là-dedans. Là. Clairement, c'est pas juste Louis-Aymon, c'est pas juste Marianne Chapdelaine, c'est pas juste la littérature. Ça, c'est le prétexte. Mais l'enjeu en arrière de ça, c'est de consolider un village, de trouver des façons de faire, d'améliorer le milieu de vie, de maintenir des services en place, parce que là, c'est ça, là, tu sais. Oui, puis on sait que Péribonka, tu sais, le tourisme nautique, tout ça, c'est dans leur ADN, hein, tu sais, c'est une carte qu'ils ont, puis c'est correct, c'est une force.
Mais si on veut continuer à consolider tout ça, ben moi, je pense que de ramener ça, de densifier l'activité dans le village, ben je pense que c'est un bon coup. Parce que, c'est sûr, au-delà du vélo, c'est quand même pas si stratégique que ça comme emplacement. La situation du musée géographique n'est pas géniale parce qu'il faut vraiment que tu veuilles aller là. Tu n'arrêtes pas. Tandis que si tu es au centre-ville, au centre-village, ben là, il y a d'autres choses. Il y a plus de monde qui arrête d'acheter des patates dans une petite cabane, je pense que... tu en nombre, là, j'aimerais ça avoir le chiffre, mais d'après moi, il y a plus de monde qui arrête d'acheter des patates, là. Tu comprends? C'est un peu... c'est une boutade là, que je lance, mais c'est ça. Alors, effectivement, c'est clair qu'au niveau de l'achalandage, ça pourrait aider le musée. Moi, je pense, dans leurs statistiques, là, parce que c'est ça, hein, c'est des rapports qu'il faut que tu présentes, puis quand tu veux prouver ou te qualifier pour des demandes, il faut que tu arrives avec des indicateurs, tout ça, fait que c'est clair que ça va les aider en ce sens-là. Oui, parce qu'on a besoin de gens qui vont aller au musée si on veut la survie de ce musée-là, là, à un moment donné. Puis c'est sûr que des fois, ça peut paraître un peu lointain dans notre imaginaire, là, Maria-Chapdelaine, là. Mais ça demeure quand même tout un succès planétaire qui a été traduit dans je ne sais pas combien de langues. C'est 27 langues. Là, si je me souviens des statistiques à l'époque où on faisait un spectacle là-bas. Puis aussi, ça a mis le lac Saint-Jean sur la carte du monde. Là. Absolument. Puis c'est un succès posthume pour Louis Aymon, d'ailleurs. Il n'a pas connu son succès. Il n'a pas connu son succès. Puis il y aura un nouveau film par Sébastien Pilote qui s'en vient aussi. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. On va remettre ça au goût du jour. Puis compte tenu de la fibre régionaliste de Sébastien Pilote, j'ai vraiment hâte de voir comment il va aborder le sujet. D'après moi, ça va être vraiment intéressant. Puis on parle quand même de budget important dans son cas. Là, pour tourner le film, on parle de plusieurs, je pense que c'est 7 millions au total, le montage. 7 millions au Québec, là, ça a l'air de rien, mais on commence à faire un film qui a du déploiement. Là, avec le talent qu'on connaît à Sébastien, sa direction photo qui est toujours extraordinaire. J'ai bien hâte de voir ça. On a bifurqué un peu, mais... Oui, c'est correct. Le Radioton, tu voulais parler du Radioton, c'est important pour la communauté. Oui, puis on sait comment on est attaché dans Maria-Chapdelaine à notre hôpital, la fondation qui fait depuis plusieurs années un superbe travail qui, grâce à ces sous-là, achète des équipements médicaux qu'on n'aurait pas autrement ou qui... On les aurait peut-être, mais ça tarderait dans le temps. Oui, surtout depuis la centralisation du CIUS à Saguenay dans la région. Oui, puis j'ai souvent dit à qui voulait l'entendre, dans mes publications Facebook, je l'ai même dit à la Ville, ici, quand on regarde tout ce qui peut se lever en argent dans une courte durée de temps dans l'année, là, que ce soit Soupe populaire avec la Guignolée des médias, la Guignolée Chevalier de Colomb, que ce soit les Rotary, là, d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, ils se lèvent beaucoup d'argent, puis en pourcentage, pas en pourcentage, mais par capita, on m'avait déjà dit que en moyenne, les dons, c'est au Québec 2 $ par habitant pour des fondations comparables comme celle de Lebeau-Mistassini au niveau de l'hôpital. Mais ici, c'est plus 10 $ par capita. C'est fou, hein? Puis là, on parle de quand même une population de même pas 25 000 habitants. Là. Non, puis on voit d'ailleurs à la Guignolée des médias, à chaque année, on est la population de Lebeau-Mistassini est celle qui donne le plus par capita. Là. Bien, quand on voit qu'en montant absolu, on accote, entre guillemets, l'arrondissement de Chicoutimi, je dirais pas Ville-Saguenay, je vais dire l'arrondissement de Mistassini, de Chicoutimi. C'est beaucoup, là. Quand on regarde les entreprises qui sont là, le nombre de personnes, puis je voyais, juste pour continuer dans ce sens-là, ça fait un bout, mais avec la Guignolée des médias, si on isole Saguenay-Lac, c'est ramassé 90 000 au lac, puis sur le 90 000, Dolbeau-Mistassini en a levé 49. Puis il y avait 3 soupes. Il y avait Saint-Félicien, il y avait Dolbeau-Mistassini, puis il y avait Alma. Ouais. C'est quelque chose, là. Bien, ça démontre, en fait, toute comment la communauté se tient, puis il veut garder ses services. Il y a une solidarité. Puis des fois, on dit ça que... Ça peut paraître un peu un slogan creux, mais des fois, on dit « Ah, là, les gens, c'est des gens fiers. » Puis c'est des... Mais oui, il y a une fierté, je pense, ici, dans le haut du lac. Puis il y a un attachement particulier à nos affaires. Puis c'est peut-être le fait, des fois, d'être un peu loin des grands centres, d'être isolé géographiquement. Mais ceci dit, c'est efficace. Puis ça marche, puis tant mieux. Puis ça m'amène juste pour te dire, par rapport au Rotary que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'ils ont eu une activité de financement. Oui. Puis ils ont atteint
presque 25 000 avec leur soirée. Puis, dans la dernière année, ben, ils ont financé 4 projets. Alors, c'est de l'argent qui est remis dans le milieu, ça, là. Oui. Puis, eux, leur champ d'expertise, si je peux dire, c'est beaucoup éducation, culture, santé, santé maternelle et il y a un aspect quand même international, coopération, etc. Fait que moi, je trouve qu'ils ont des belles valeurs. Je trouve que leur mission est intéressante. Puis, il y en a plein des clubs qui ramassent des sous, puis il y en a plein des clubs qui redonnent au milieu, qui vont supporter des projets pour des jeunes, pour des parcs, Fait que ça, c'est super, mais en tout cas, je voulais juste dire que je trouve qu'ils ont fait une belle activité job, aussi, puis, un party Peace and Love, là. Oui, puis là, je vu les photos, là, mais... tu me regardes avec un sourire, je sais pas si tu fais référence à mon costume. Ouais. Tout le monde me parlait de ça, puis c'est correct, là, c'était une belle soirée, puis les gens étaient de bonne humeur, puis beaucoup d'animation, la musique était excellente. Puis... Mais c'est le fun aussi de créer des activités, parce que c'est ça qui crée aussi la cohésion. On fait des activités pour le monde, puis le monde va donner pour participer à tout ça, puis en même temps, l'argent va servir pour la communauté. Donc, Ah, ça, on est sûr. T'sais, on est sûr, là, on parle des fois de traçabilité, là, on le sait que ça revient. Là. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Puis toi, tu es au conseil municipal. C'est quoi l'importance de ces groupes-là qui ramassent des sous et qui investissent par rapport à le lien qu'ils ont avec la municipalité? Mais il y a un paquet de projets que la municipalité peut initier. Il y a des projets que la municipalité va être en support. Des fois, on va donner des sommes d'argent pour compléter, pour avoir une espèce d'effet levier. Mais ces groupes-là font la même chose aussi. Ouais. Quand, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu as un projet, par exemple, évalué à 10 000 bien, c'est certain que si, je sais pas, on donne 3 000, puis que le club, le promoteur, l'organisme va chercher 2 000, 3 000, puis qu'un club comme celui-là compense la différence, bien, c'est ça qui permet des fois de débloquer l'affaire où ça se réalise ou ça se réalise plus tôt, ouais, c'est ça. Ça fait toute la différence. Puis je reviens à ça, la Rotary, tu sais, c'est la Maison Colombe-Veilleux qui supporte. Ça a été le garde-manger et un projet à l'école, si ma mémoire est exacte, à l'école Sainte-Thérèse et un projet, je pense, à Notre-Dame-des-Anges ou en tout cas, je sais que c'était 2 en milieu scolaire. Pour les tout-petits ou... Bon. Alors, tu sais, il y a quoi de social aussi là-dedans, là. Tu sais, c'est pas... on laisse pas tomber. Tu sais, il y a une retombée concrète, puis à moyen et long terme, là. Fait que... Mais oui, pour la municipalité, c'est important. Quand un club ou un organisme dit, ben nous autres, on va embarquer, puis on va aller chercher des fonds, puis... pour nommer, pour citer un collègue, il me disait souvent, aide-nous à t'aider. Ouais. La municipalité ne peut pas tout faire. Non. Mais si toi et ta gang t'embarques d'aller chercher les sous, puis que nous autres, on embarque, ben, c'est l'addition de tout ça qui finit par... Alors oui, ils sont importants. Ben oui. Ben, on fait ça avec nos enfants, hein? Tu veux ça? Ramasse ton argent, ramasse-en la moitié, je vais payer l'autre moitié, tu sais. Non, mais je veux dire. Et habituellement, quand il y en manque, c'est que tu fais comme parent, tu dis, gars, je le sais, il a fait un effort. Ouais, c'est ça. C'était ça le but, puis je m'attendais à en payer de toute façon, mais on complète parce que là, il y a eu l'effort qui a été réalisé. Ça nous amène à l'été prochain, 60e édition du Festival du Bleuet. Avec ça a été vraiment une très bonne année l'an passé. On a dégagé un surplus de près de 40 000 $. Ouais. Tu sais, ça a une importance capitale. Là. Premièrement, le plus vieux festival du Québec. Là, oui. Et puis, dans la communauté, il y a clairement, on revient à ce qu'on dit depuis tantôt, mais il y a clairement un attachement puis une participation de la communauté à ces activités-là. Oui, puis le Festival du Bleuet, on voit, là, ils prennent un virage tranquillement, ils essaient de modifier certaines choses, certaines activités, de se mettre au goût du jour. Parce que c'est comme dans n'importe quoi, hein, c'est cyclique tout ça, les festivals. Là. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. La température. Mais, ouais, puis là, il y a un paquet de facteurs que tu contrôles pas, tu sais. Mais, bref, le Festival du Bleuet a traversé tout ça. Puis, effectivement, c'est un festival qui est supporté par sa population, mais c'est parce que le petit fruit emblématique, là, c'est la fierté et c'est l'appartenance. C'est ça que ça dit. Ah, oui. C'est pour ça aussi, là, il y a quelque chose de profondément ancré. Là. Il y a toute une facette identitaire qui va avec ça.
C'est pour ça aussi que les gens ils sont attachés et qu'ils se reconnaissent là-dedans. C'est la première chose qu'on dit, hein, quand on dit qu'on vient de Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se fait dire « Ah, t'es un bleuet! » Je veux dire, c'est clairement attaché. Là. Puis nous autres, on le sait, on est plus bleuet que d'autres. Ouais. En plus, là, tu en ajoutes une couche. Si t'es au lac, tu vas être plus bleuet qu'au Saguenay, probablement. Puis si t'es à Dolbeau-Mistassini, t'es plus bleuet que le meilleur, le plus gros des bleuets. Ouais. C'est correct. Des fois, avoir un peu de comment on appelle ça, pas d'esprit de clocher, là, j'essaie de chauvinisme. Ouais. Je trouve ça bon, c'est un bon chauvinisme. Il faut reconnaître ce qu'on est capable de faire, puis nos qualités, puis l'effort qu'on met aussi pour valoriser tout ça, autant au niveau des entreprises que de la municipalité. Quand même la capitale mondiale du bleuet ici, là. Ouais. Comme Roberval est la capitale mondiale de la natation en eau libre, mais comme... des biens, c'est l'extrême. Mais à un moment donné, on finit à se développer je vais dire en anglais, là, une espèce de trademark, puis qu'on est reconnu pour ça. Fait qu'on le garde. Il n'y a pas juste ça. Il y a bien d'autres. Il n'y a pas rien que le bleuet, là, dans le Dolbeau-Mistassini, il y a bien d'autres choses qui se passent. Mais c'est une belle porte d'entrée. C'est notre carte. Super. On revient rapidement sur la tragédie sur le lac Saint-Jean en motoneige. Je ne veux pas nécessairement en parler, je pense qu'on a fait beaucoup le tour là, de ce qui s'est passé, mais plutôt sur l'impact sur l'industrie de la motoneige, parce que je voyais beaucoup de... On a l'impression que les médias cherchent à interviewer, donc à créer de la nouvelle avec ça. Là. Puis je comprends, c'est leur rôle. Mais on est beaucoup sur... je dirais qu'on essaie de trouver des erreurs ou de faire la job du coroner avant que le coroner puisse le faire. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est laissons spécialistes faire leur job. Puis les gens, ben oui, ont des opinions, mais leur opinion, c'est pas nécessairement la vérité. Puis est-ce qu'ils ont toute l'information? Des fois, on n'est pas obligé de tout dire puis de penser à voix haute. C'était un peu ce matin, hein, le quotidien. Ouais. C'est ce que le maire de Saint-Henri-de-Taillon et préfet dit, d'arrêter de chercher des coupables. Tu sais, un instant, là. Et c'est drôle parce que tu dis ça. Hier, j'écoutais une entrevue avec Joanne Simard, qui a déjà été conseillère au Saguenay, que son conjoint, je pense, c'était un accident de bateau. C'était pas motoneige, c'était bateau. Puis elle expliquait, quand tu reçois la nouvelle, tu sais, comme elle, comme conjointe avec ses enfants, comment tu reçois ça? Le rapport avec les médias, l'espèce de tourbillon, parce que son conjoint était très connu à l'époque, puis elle aussi était personnalité publique, hein? Puis comment là-dedans ça peut se faire avec ou sans respect. Puis justement, les commentaires de tout un chacun, puis c'était en 2010, les médias sociaux étaient un peu moins développés que ce qu'ils sont actuellement. Puis donc, fait que là, il y a ça. C'est sûr que là, ici, ce sont les victimes, ce sont tous des gens de l'extérieur de la région. Mais je pense qu'il faut prendre un pas de recul, là, puis... Bien, surtout attendre les pas spéculer, puis commencer à dire « Ah, ça a dû être ci, ça a dû être ça », puis... là, parce qu'on met beaucoup le fardeau, je trouve, sur le dos des bénévoles des clubs de motoneige. Ben là, ça, c'est une autre affaire, la signalisation. Mais eux, ils font un bon travail, puis en général, là, ils s'en passent pas des drames comme ça. C'est une exception, ça, là? Parce que c'est bien fait. Et là, on est en train d'essayer de sous-entendre qu'il y a de quoi qui marche pas, quand au contraire, moi, j'ai l'impression que c'était là, mais il y a eu d'autres problématiques, là, soit au niveau de la température, soit au niveau de la prudence qui a été mis en cause. Je veux pas, on a essayé de prendre un raccourci. Écoute, ils ont fait parler une personne qui travaillait en collaboration avec le guide, qui a formé le guide et dit « Moi, je crois pas à ça, là, qu'il ait pris une décision de même. » Il dit « Il y a eu une raison pour laquelle tout ça est arrivé, puis... c'est sûr que moi, j'en fais pas de motoneige, je connais pas le secteur. Fait que des fois, de loin, on peut arriver avec plein d'hypothèses. Mais il faut quand même prendre un pas de recul, prendre un moment, mettre ça de côté, parce que là, il y a quand même du monde affecté puis endeuillé, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la décision du gouvernement du Québec de changer les règles, en gros, pour l'accréditation, pour la formation, en fait, des guides? Ben, moi, ce que j'ai compris, c'est que... Ben, c'était déjà prévu. C'est pas la tragédie qui a fait ça, mais... Non, mais c'est... c'est vrai que c'était déjà prévu. Les conférences de presse, bon, ça a peut-être accéléré les annonces, mais c'était déjà prévu. 2, tout ce qui a été annoncé existe déjà, c'est juste que c'est d'obliger les gens à y adhérer. Parce que il y a les certifications, les formations, comme avec les critères, ça existait déjà. C'est juste d'uniformiser davantage puis d'obliger à y adhérer. Parce qu'il y avait déjà des organismes puis des compagnies de forfaitisation qui adhéraient à ça. De dire aussi, ça te prend ton accréditation pour avoir du financement public. Donc, on va aussi obliger les gens, si tu veux avoir du financement public pour ton entreprise, ben tu dois avoir ton accréditation, ce qui me semble une bonne idée. Oui. Puis là, en même temps,
Il faut bien comprendre que tu as beau avoir n'importe quelle loi, tu n'es pas à l'abri d'un accident. Parce qu'il y a ça aussi, ça demeure un accident. Ben oui, le risque zéro n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se questionner. Oui, on ne veut plus que ça arrive, puis prenons les moyens, mais c'est un accident. C'est un accident, par définition, c'est assez difficile de le prévoir. Oui. On peut juste jouer avec le risque, mettons, les probabilités, mais le risque zéro, comme tu dis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Allez, nous, on prend une courte pause de quelques minutes et on vous revient avec la suite des actualités. On va aller au niveau national et international. À tout de suite. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Moi, j'ai quitté la région pour mes études. Je suis allée étudier à Trois-Rivières, puis en fait, c'est là que j'ai connu mon amie Evelyne. Je l'ai tout de suite remarqué, la fille du Lac-Saint-Jean, avec plein de gens autour d'elle. Ça m'a tout de suite attirée, puis j'ai dit, cette fille-là, j'avoue comme amie. Ce qui m'a manqué pendant mes études, évidemment, ma famille, mais aussi des choses simples comme des paysages, des gens accueillants. Pour moi, j'ai découvert justement une vie de famille, une région où je pouvais pouvoir passer du temps avec mes amis. Moi, c'est la région qui m'a adoptée. On peut dire que je suis vraiment rendue une vraie Saguenayenne. J'ai choisi que c'était ici que j'avais envie de passer ma vie. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. On est de retour avec des sujets importants au niveau national, une grosse semaine avec des sujets relativement importants. On va commencer par la Commission des libérations conditionnelles. On sait qu'il y a eu un drame à Québec, une jeune Saguenayenne qui travaillait du sexe, qui a été assassinée par un homme qui est en libération partielle là, ou conditionnelle. Il y a beaucoup de questions qui sont posées parce que, on dit... entre autres, dans le rapport, on disait qu'il ne peut pas être en contact avec des femmes, il ne peut pas avoir une conjointe, il peut être dangereux pour sa famille, mais on lui permet d'avoir accès à des travailleuses du sexe pour assouvir ses pulsions sexuelles, excusez-moi. Moi, je trouve que c'est très désobligeant, puis ça nous renvoie encore l'image de la femme objet. Là, parce que, absolument, puis c'est parce que... Puis l'autre affaire, c'est quand on a fait le choix dans notre société au niveau de la réhabilitation, mais la réhabilitation, c'est-tu d'aller dans des centres de massage érotique, ou si c'est d'avoir une vie saine puis une relation saine. Ah oui. Fait que là, on comprend pas trop de cette recommandation-là ou suggestion-là est sortie de où. Mais d'ailleurs, c'est la grande question. Là. Mais en fait, il y a peut-être une partie de la réponse. J'entendais des reportages hier à la radio, puis on expliquait que tout le processus de nomination des commissaires. Oui. Et ça, c'est intéressant. Vie, hein, les commissaires? Non, en fait, c'est qu'il y avait deux possibilités. Les gens qui étaient déjà là, on pouvait reconduire leur mandat. Sinon, là, il y avait tout un processus de sélection très rigoureux où tu fais des tests, des entrevues, puis quand tu te qualifies, là, ton nom est sur la liste, là, en attendant qu'il y ait une place qui se libère. En gros, là, je résume, mais c'était ça. Et le gouvernement du Canada, je pense, en 2017, a changé les règles du jeu, ce qui fait que ceux qui avaient beaucoup d'expérience, exemple 10 ans, 12 ans, 15 ans d'expérience, devaient refaire le concours. Devaient refaire le concours pour se qualifier.
Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a eu comme impact de faire rentrer beaucoup de nouveaux en même temps avec c'est 14 sur 18. Peu d'expérience. Oui. Alors, la question qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi on a changé les règles du jeu? Premièrement, c'était quoi le problème? Qu'est-ce qui motivait ce changement-là? Ouais. Puis l'autre affaire, c'est comme par hasard, tous ceux qui avaient été nommés ou à peu près par l'ancien gouvernement n'étaient plus là. Ça veut pas dire que c'était ça, mais objectivement, on observe ça. Oui, on a vu ça dans la nomination des juges, dans la nomination des Oui, sauf que là, on s'aperçoit que... Bon, il y a des incidences. Alors, si c'est le cas, moi, c'est pas ce que j'affirme, là, mais si c'était le cas, en tout cas, ça mérite certainement d'y réfléchir, puis de voir, d'analyser, puis de questionner sur ce qui s'est passé. Parce que, habituellement, l'idée, c'est d'avoir des gens d'expérience avec de la relève. Puis la relève, là, elle arrive avec pas toujours de l'expérience comme commissaire, mais dans d'autres secteurs d'activité, avec des nouvelles écoles de pensée, puis c'est très bien, mais il faut que tu balances. Il y a un jeu d'équilibre là-dedans, là. Puis la personne qui était en entrevue hier à la radio, je me rappelle plus de son nom, mais il est originaire de la région, puis il dirige le département de travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Oui, c'est un ancien commissaire, d'ailleurs. Puis c'est un ancien commissaire. Bien, lui, il a fait 3 ans. Puis il disait, il dit, moi, les gens avec qui j'ai travaillé, les commissaires, jamais avaient proposé ça. Ça n'aurait jamais passé. Ça n'aurait jamais dû passer, cette idée-là de proposer un centre de massage érotique, tu sais. Alors, beaucoup de questions, là. Beaucoup de questions. Puis là, moi, je trouve que la problématique, une des problématiques aussi, c'est que là, on est devant... Bon, il y aura enquête, mais on sait comment ça se passe, les enquêtes au gouvernement, c'est très long. On aura sûrement des réponses. Mais en ce moment, là, je disais les statistiques, sur les 4000, mettons, assassins, là, il y en a 2000 qui sont en liberté conditionnelle au Canada en ce moment. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des conditions semblables? Est-ce que là, parce que là, il y a peut-être encore danger à quelque part, là. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis en général pour la réhabilitation, mais là, il faut regarder les cas un par un là, pour voir... on voit maintenant des pays comme la Suède où leur processus de réhabilitation fonctionne très bien. Ils ont fermé 5 prisons dans les 10 dernières années. Mais en même temps, c'est quoi le profil de ces prisonniers-là? Est-ce que c'était des tueurs considérés encore comme dangereux ou pas aptes à avoir des relations? Ben là, il faut faire la part des choses, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Puis là, il y avait un article ce matin dans le quotidien, je pense que c'est Blackburn, qui dit le bracelet au plus sacrant. Ben oui, c'est une solution, là. C'est une idée, en tout cas. Puis évidemment, l'idée, c'est pas que tout le monde ait un bracelet, mais là, à un moment donné, il y a peut-être des cas, des critères pour se qualifier, entre guillemets. Oui, puis là, c'est qui qu'on veut protéger? Je comprends tout le processus de réhabilitation, je trouve ça important, mais il reste que la majorité de la population qui n'ont pas commis de crime doivent être protégés aussi face à ces personnes-là. Absolument. Donc, non, mais c'est ça. Là, il y a beaucoup de questions, peu de réponses. Là. On est beaucoup dans les perceptions. C'est-tu vrai que c'était ça? Ça s'est-tu passé comme ça? Puis là, la question que tu poses sur les 2000 est pertinente. Là. Ben oui, puis là, ça amène aussi tout le questionnement au niveau de la sécurité des travailleurs du sexe, parce que ça existe, c'est comme toléré. On va le dire ça, c'est ça, c'est une autre affaire. C'est pas vraiment légal, c'est toléré, puis tu as des employés du gouvernement qui vont aller suggérer ça. T'as peu, là. Mais non, c'est ça. Il y a clairement quelque chose qui ne marche pas, là. Non. Puis on l'a vu, là, il y a beaucoup d'incompréhension. Ça a choqué, ça a interpellé cette nouvelle-là, ça a choqué les gens. Moi, je suis pas capable de comprendre que la personne a vu ça, vu le dossier, a fait « OK, peut pas avoir de relation, peut être dangereux pour une femme, pour sa famille, etc. » Ah ouais, ben on va l'envoyer voir les travailleurs du sexe. Il me semble que je peux pas comprendre que quelqu'un a fait « Oui, approve ». Ben c'est parce que si c'est dangereux pour toutes les autres, pourquoi que pour cette dame-là, c'était pas dangereux? Ouais. Alors, c'est envoyé dans la gueule du loup. Là. Ben, je trouve, là, tu vas... En tout cas, sans dire qu'elle a été sacrifiée, parce qu'on ne pouvait pas savoir qui y allait aller voir, mais ça a un peu ces apparences-là. Là. Oui, en tout cas, c'est une grosse problématique qu'on va devoir réfléchir, en fait, pour les années à venir, mais il faut qu'il y ait des réponses qui arrivent rapidement, parce que moi, je pense qu'il peut y avoir encore, peut-être, s'il y a eu d'autres jugements comme ça de la Commission de libération conditionnelle, un peu, je veux dire, personne n'est capable de comprendre. Donc là, il va falloir qu'ils donnent des réponses puis rapidement pour voir s'il n'y a pas encore danger ou péril à quelque part là, dans la société.
Ça va nous amener aux courses à la chefferie. Je sais que tu aimes ça, toi, les courses à la chefferie. Ouais, courses à la chefferie. Là, on en a 3. Par lesquelles tu veux commencer? Il y en a PQ, plusieurs. PLQ ou Parti conservateur du Canada? Par quoi tu veux commencer? Je sais pas. Prenons le PLQ, parce que là, cette semaine, M. Cusson a fait une sortie, puis bon, on parlait d'intégrité, accuser le camp à demi teinté, là, le camp à peine voilé des accusations comme de quoi de déni de la part du camp Anglade. Mais là, à un moment donné, là, il y a quand même, tu sais, les libéraux, ils ont un travail à faire sur ces enjeux-là encore. Je suis pas certain que leur purgatoire est terminé. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment eu de purgatoire parce que, rappelez-vous, Philippe Couillard a été élu après tout ce qu'on avait entendu, après le court gouvernement de Pauline Marois, et ils n'ont jamais vraiment eu de purgatoire. Ils commencent, le purgatoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, je ne le sais pas. Mais il y a une grosse remise en question du fonctionnement du parti parce que sans qu'il y ait d'accusations, les soupçons, il y en a eu beaucoup dans les 10 dernières années en lien avec le Parti libéral. Puis ce qui est terrible, c'est quand on finit par dire la politique n'est pas parfaite, ça nous touche autant que les autres partis. Moi, ça, là, c'est spécial parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que la perception qu'on peut avoir du Parti libéral s'étende à l'ensemble de la classe politique, quand c'est pas vrai que c'est toute la classe politique qui mérite d'être flushée. C'est pas vrai que c'est la classe politique, c'est tous des bandits, des menteurs, des voleurs. Utilise le qualificatif que tu veux. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis là, ça a percolé cette idée-là. Fait que c'est dur de redonner les lettres de noblesse à la politique dans un contexte comme ça. Moi, ça me choque énormément. Après ça, c'est pourquoi qu'on parle un peu de l'éthique puis du Parti libéral? Là, c'est à cause de l'autre course du Parti conservateur avec Jean Charest qui finalement n'y va pas. Il était tellement pas certain que il y avait une vidéo puis un slogan de prêt qui est parti, puis finalement, ça a été retiré, mais il était prêt, là. Tu sais, il restait rien qu'à peser sur le piton. Il y avait son slogan, il y avait... Puis qu'est-ce qui l'a fait reculer? C'est-tu vraiment que le Parti conservateur a changé? Non, il sait depuis longtemps que le Parti conservateur a changé. Il y a 2 mois, le Parti conservateur du Canada, il avait changé du temps de Mulroney. C'est pas nouveau, là. C'est clairement les possibles accusations ou cette enquête-là qui pèse lourd, en fait, mais en même temps, il en est un peu responsable. Là. Oui, puis je veux dire, à la limite, je peux comprendre que lui, qui a une passion de la politique, puis ça y tente d'être premier ministre du Canada, je le comprends très bien. Est-ce qu'il y en a de besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que nous, on en a besoin? Non, vraiment pas. Puis, par contre, si je fais abstraction à l'ère Charest, si je fais abstraction à toutes les questions d'intégrité qui se sont posées et qui se posent encore, est-ce que Jean Charest représente une aile plus progressiste dans le Parti conservateur du Canada, surtout dans sa mouture actuelle? Absolument. Oui. Absolument. Puis là, ce qui est incroyable, c'est que là, on se disait, hey, si Charest, il va pas, ça l'ouvre la voie à Rona Ambrose. Non. Rona Ambrose ne va pas non plus. Là, tu dis, ça l'ouvre la voie à bien d'autres. Pierre Poilievre ne va pas non plus. Non. Alors là, il nous reste qui, là? Là, on a Erwin O'Toole, on a Peter MacKay. Peter MacKay. Alors, Peter MacKay qui veut jouer la carte clairement de l'Est, de réussir du Québec, puis de réussir à aller chercher des éléments plus progressistes pour diminuer un peu l'aspect conservateur de l'Ouest. Là. Sauf que s'il veut se faire élire, il a besoin de l'Ouest. Là. Mais l'autre jour, quelqu'un disait il veut jouer cette carte-là. On pense qu'il est bien progressiste, mais il s'est très bien accommodé du conservatisme de Stephen Harper. Oui. On n'a pas entendu parler beaucoup contre ce conservatisme-là. Et après ça, on se rappellera que c'était lui qui avait un chandail avec un arme à feu pour faire la promotion. C'était très progressiste de faire ça à l'époque. Fait que je sais pas jusqu'où il est vraiment progressiste conservateur. D'ailleurs, d'avoir ça dans la même phrase. En tout cas, mais tu sais, c'est quand même paradoxal. Mais alors, on verra. Puis, c'est sûr que je ne le souhaite pas qu'il y ait autant de candidats que la dernière fois. C'est pour ça qu'ils ont serré les règles. C'était beaucoup. Là, je pense qu'il faut qu'il ramasse 300 000, 400 000. 300 000. C'est un montant important.
C'est pas évident, là, lever autant d'argent que ça, là. C'est pas facile. Ah, moi, une semaine, 2 téléphones. Non, mais alors, fait que là, c'est ça, on lui souhaite bonne chance. Puis là, ben, en même temps, ben, là, t'as des dérapages, là. Tu sais, la question du bilinguisme du français prend trop de place. Bon, là, t'en as une qui dit ça. En même temps, que Peter MacKay veut s'adresser aux Québécois, il y a un télésouffleur que le message est un peu croche. Et t'en as un qui veut y aller dans la course, s'exprime en français sur sa page, c'était bourré de fautes. Alors, je veux bien croire là, que le français prend trop de place, mais là, on a des gens qui veulent diriger le Canada, qui ont de la difficulté à maîtriser le français. La réalité du Canada, c'est un pays bilingue, là. Fait que là, je veux dire, à un moment donné, puis après ça, ben, rapidement, on va dire au Québec, ben, si tu veux être premier ministre au Québec, il faut que tu parles anglais, sinon... Ben là, t'as peu, là. C'est drôle, hein? C'est bon pour un bar, mais c'est pas bon pour l'autre bar. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Amène aussi tout le questionnement, je trouve, du positionnement du parti, tu sais. Je pense qu'ils sont conscients, bon, que les valeurs du Parti conservateur sont beaucoup plus à droite, mais que si on veut se faire élire, tu sais, comme parti qui va gouverner le Canada, on a besoin du Québec, on a besoin des Maritimes qui sont plus progressistes. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour se faire élire en se mettant peut-être à dos des gens qui sont convaincus et qui sont peut-être plus dans l'extrême ou plus rigides sur des positions, ou on va y aller avec les vraies valeurs du parti, là, parce que c'est ça. Là, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à perdre? Ce que l'on est prêt à perdre, est-ce qu'on peut le compenser ailleurs? Ouais. C'est un calcul mathématique là, qu'ils vont faire. C'est sûr que tout ce qui est de conservatisme social au Québec, ça lève pas. Ça passe pas. Ça lève pas. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas intérêt à parler d'avortement, de mariage gay, de peine de mort. Là, j'en ai un peu, quoique ils n'ont pas vraiment parlé, mais ils n'ont absolument pas intérêt. Puis tu sais, Andrew Scheer, c'était ça le problème, c'est que tout le monde le savait qu'il n'était pas en faveur de l'avortement, mais il le disait pas. Il faut mener qu'ils assument leur position. Là. Tu l'assumes. Ouais. Tu l'assumes, tu règles ça, dès le départ. Puis après, c'est ça qui a fait mal à Andrew Scheer, c'est cette hésitation-là, le fait qu'il soit pas capable de répondre, ça finit par sonner faux, puis le monde a décroché. Mais c'est fait défoncer au débat en français, là. On va se le dire aussi, là. Mais c'est ça. Donc là, les conservateurs, bien, eux aussi, ils ont un travail est-ouest, peut-être le recentrer pour plaire à l'est. Mais là, l'Ouest sera pas content. Ben non, ils vont créer... Mais ils vont voter pour qui, tu sais, Maxime? Ben, ça va peut-être donner un élan au exit, c'est-à-dire ce groupe qui a enregistré un nom là, de parti politique où on fait la promotion des enjeux vraiment rattachés à l'Ouest, un peu comme on l'a fait à l'époque avec le Reform Party. Ouais. Puis dans le fond, à la limite, eux autres, ils vont s'inspirer du fonctionnement du Bloc aussi. Là. Ben oui. Puis alors, ce qui pourrait arriver, c'est ça, c'est que il y a une force politique de l'Ouest qui viennent considérablement nuire au Parti conservateur, même si ils vont pas nécessairement gagner beaucoup de sièges. Mais ça pourrait... Bien, ça va des fois, parce qu'ils vont aller chercher un pourcentage de vote, oui, donc ça va être plus difficile pour les candidats. Mais je pense qu'il faut s'habituer à avoir une gouvernance minoritaire, ce qui est très sain au niveau de la démocratie. C'est parce qu'on fait ça partout dans le monde. Ici, on a peur de ça. C'est pas dans notre culture politique, mais ça se fait partout dans le monde, ça. Puis, tu sais, c'est sûr, on peut critiquer Andrew Scheer comme de quoi qu'il n'a pas fait une bonne campagne. Mais objectivement parlant, il est allé chercher plus de votes que les libéraux, puis il est allé chercher plus de votes qu'en 2015, puis plus de sièges qu'en 2015. Ouais. Malgré tout, là, malgré tout ce qu'on peut en dire, son bilan électoral est meilleur qu'Harper, mais Harper, c'était une fin de régime. Là, c'est ça. Puis je pense, mais c'est parce qu'il voulait tellement gagner que là, c'était décevant pour tout le monde. Et PQ, PQ, je veux t'entendre. Ben là, il s'est passé plein d'affaires. Donc, on savait qu'on avait Sylvain Gaudreault qui était sur la ligne de départ. On sait ensuite que Paul Saint-Pierre Plamondon s'est annoncé. Frédéric Bastien, c'est pas officiel, mais il l'a annoncé sur sa page Facebook il y a quelques jours. Et il semble que Guy Nantel, c'est sérieux. Mais là, il demande... on le savait que c'était sérieux. Mais là, sérieux, être sérieux, intéressé, puis sérieux, je le fais, c'est pas le même sérieux. Oui. Mais sauf que là, ce qui m'agace avec Guy Nantel... oui, là, c'est bon Dieu, votre coucher cheveux levés, là. Ouais. Les règles sont pareilles pour tout le monde, là. Lui, il a posé 3 conditions. Ouais. Il y en a une, il dit, moi, j'ai des spectacles, fait qu'il dit, avec les dates, il faudrait s'entendre pour les débats
Ça, je crois pas que ça va poser problème. Non. Sincèrement, règle générale, en tout cas, et puis on commence à être bon là-dedans au PQ, là, il y en a eu des courses, là, fait qu'on est assez rodé, là, je pense pas que c'est ça le problème. La deuxième chose qu'il a demandé, on sait que au Parti québécois, tu vas pouvoir être sympathisant et participer à la course à la chefferie sans être membre. Grosso modo, la différence, c'est quand tu es membre, ça coûte 10 $ avec les droits qui viennent avec, c'est-à-dire les assemblées générales, les droits de vote, participer à des congrès, ce genre de trucs-là. Quand tu es sympathisant, ben, dans le fond, tu vas remplir une espèce de... Ben, tu vas pas la remplir, mais tu vas endosser une déclaration de principe. Puis, je pense que c'est un coût symbolique de 5 $, un truc comme ça. Alors, lui, il voulait abolir ce 5 $-là. OK. Pour avoir plus de monde qui va voter pour lui. Je le sais pas, mais le fait est que s'il était au courant de la situation financière du parti, il dirait pas ça. Après ça... mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu crées une course à la chefferie, puis il y a des candidats, des candidates de qualité, puis que, tu sais, ça a l'air de rien, mais des petits 5 $, là, ça peut... si tu ramasses 30 000 personnes à 5 $, là... Tu commences à faire de l'argent. Ben, c'est ça. Puis ça coûte de quoi une course à chefferie, là? Ben oui. L'idée, c'est pas de charger pour faire de l'argent, pour... l'idée, c'est juste que ta course à chefferie ne te coûte rien, là. Parce que ça coûte de quoi à coordonner, ça, là? Puis bon. Et là, la troisième chose qu'il demande, il dit, dans mes spectacles, je veux pas que ça soit compté comme dépense électorale. Ce qu'on peut comprendre, parce que il y a une espèce d'exposure qui va avec ça. Mais t'es mieux de pas faire de blagues sur l'élection, sur le PQ, puis sur tes adversaires. Puis parce que là, dans tes propos, si on dit à des centrales syndicales puis d'autres organismes, quand il y a un temps d'élection, faites attention parce que ça va être compté comme des dépenses électorales, puis la loi s'applique, bien là, lui, il va falloir qu'il fasse attention là, dans ce qu'il va dire. Là. Oui. Parce que sinon, au contraire, si, exemple, il y a 15 spectacles, puis que ça lui donne un exposure que les autres n'ont pas, puis qu'ils en profitent, ben là, ça vient complètement enlever de l'équité. Là, je suis parfaitement d'accord. Fait que là, il y a quelque chose, là, il y a un enjeu. Puis là, ben, il reste M. Enfield à savoir si lui, il va y aller. Là, ça, je le sais pas. Alors, c'est à suivre. Puis c'est intéressant parce qu'il y a bien du monde qui s'attendait à pas grand-chose de cette course-là, puis il va y avoir de quoi. Ça va brasser. Le Parti québécois, on dira ce qu'on voudra, a franchement un talent à garder quand même un intérêt et un spot vers lui, même quand on ne l'attend pas. Les journalistes, à un moment donné, disaient, nous autres, quand il y a un congrès du PQ, là, un congrès en importance, là, ça se planifie, on l'attend 2 ans à l'avance. Puis les journalistes sont là parce qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose. Puis il se passe toujours quelque chose. Ouais. Puis quand ça va bien puis qu'il se passe rien, ben là, ils ont trouvé ça plate, parce que ça a bien été. Tu sais, c'est à rien y comprendre, mais c'est ça. C'est ça, le PQ. Tu sais, je ne demande pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, ça va être de voir comment ça va suivre tout ça. On a vu aussi que Sylvain Gaudreault a fait une sortie intéressante, à mon avis, sur l'attrait des jeunes pour la politique et comment lui se donne comme objectif de réintégrer. Son objectif, c'est que le PQ redevienne premier chez les 18-35. C'est son objectif. Après ça, il y a toute sa démarche environnementale. Il y a déjà... Alors, on voit qu'il commence à sortir du contenu, là. Ouais. Ce qui n'est pas le cas des autres pour tout de suite. Après ça, sur la question nationale, Plamondon dit référendum dans le premier mandat. Bon. Ça mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. Mais là, Sylvain Gaudreault dit, ouais, mais là, c'est 30-35 % des gens qui voteraient pour le oui, puis quand on lui dit, voulez-vous un référendum, ça tombe plus à 18-19. C'est-tu parce qu'on promet ça puis qu'on en parle ou est-ce qu'on n'a pas un travail à faire avant? Alors, évidemment, pour le camp des pressés, ben ça va être de dire, bon, on voit bien, là, t'es pas prêt, tu veux pas parler du pays, Mais Plamondon, là, moi, je me rappelle très bien de ses positions en 2016 en course à chefferie, puis il était pas très, très pressé, puis il parlait bien plus d'éthique puis de qualité des services publics que de référendum. Puis il s'est très bien accommodé de la position de l'Élysée qui était de ne pas avoir de référendum, parce qu'elle était claire aussi, cette position-là, hein, de ne pas avoir de référendum. Et là, tout d'un coup, il serait le plus pressé des pressés. Ben, moi, ça m'a fait penser à la dernière course, quand l'Élysée a joué la carte identitaire à fond face à Cloutier, pour ensuite
mettre un peu, tempérer ses positions. Ouais. Moi, je te parie que c'est... En tout cas, moi, je fais un petit parallèle là, entre les deux. Là, parce que là, tu t'adresses aux membres, tu t'adresses aux souverainistes, tu t'adresses aux péquistes. Quand ça va être fait, là, tu vas t'adresser à tout le monde. Tout le monde. Alors, moi, je pense que de ce point de vue-là, la position de Sylvain Gaudreault est pas mal plus au diapason avec l'ensemble de la population que si tu promets des choses à tes membres puis qu'il faut que tu remettes la pâte à dents dans le tube après, ça va être plus difficile. C'est clair. Fait que ça, c'était pour les chefferies. Bon, parfait. Je veux t'entendre sur la Fédération des femmes du Québec. Il y a eu une bourde. Je comprends pas trop, là, Gabriel Bouchard. Il n'y a personne qui comprend. Mais le problème avec ça, juste pour à la maison, là, probablement vous l'avez déjà entendu, là, les relations de couple hétérosexuels sont vraiment violentes. Là, elle affirme ça. Là. Oui, elle affirme ça. Ça se peut pas, là, une relation hétéro-saine. Ben, les relations hétérosexuelles sont vraiment violentes. Ben, moi, la mienne est vraiment saine. Je dois être l'exception qui confirme la règle. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Moi, la religion était vincée En fait, les unions, c'est à peu près... c'est pas vrai que... C'est beaucoup plus des unions libres. Le Québec est champion de l'union libre. Puis les mariages se transforment en divorce. Fait que là, je vois pas trop où le problème avec ça. De toute façon, c'est un choix personnel, c'est pas de ses affaires. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. Bon, là, après, elle s'est excusée. Mais là, elle a... sarcasme. Oui, mais puis après ça, elle a dit, j'ai votre attention maintenant, puis elle a parlé d'autres choses. Mais sauf qu'elle a réfléchi, ça, quand elle l'a écrit, là. C'est pas, elle l'a échappé, les mots ont dépassé ma pensée. Non, il y a un bout de s'excuser, là. Mais le problème avec ça, c'est que c'est pas la première fois. Puis je vais te dire pourquoi. En novembre 2017, c'était sa nomination à Gabriel Bouchard. En juin 2019, on devrait discuter de la vasectomie obligatoire à 18 ans. Bon, ça c'est une autre belle affaire. Le 24 janvier, une de mes grandes peurs avec le concept de légalisation du travail du sexe, c'est que les politiciens risquent de partir des agences, comme pour le pot. Ça, c'était le 24 janvier l'année dernière. Après ça, sur Catherine Dorion, le coton ouaté, c'est cute, mais le voile, c'est vraiment badass. Mardi, portez le voile. Ça a dit ça le 12 novembre. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à force de dire des choses comme ça, tu t'éloignes de ce pourquoi tu existes. C'est la diversion. Et ça, même si... Moi, je suis convaincu qu'il y a des éléments bien intéressants dans la Fédération des femmes du Québec. Je suis convaincu qu'il y a des idées, des dossiers qui portent, qui sont intéressants. Mais tu t'ouvres les flancs et ça permet ensuite aux libéraux puis aux caquistes puis à plein de partis politiques, je pense, de dire... mais de dire, votre 122 000, votre financement de base, on va vous l'enlever. Parce que ça mine leur crédibilité. Bien, tout à fait. Puis penses-tu que les gens qui œuvrent dans ce mouvement-là, t'es content de voir ça? Mais non, ils se sont distancés rapidement. Oui, puis ils se sont distancés là-dessus. Mais quand tu suis ça de près, là, eux autres, là, tout ce que je t'ai nommé, là, les autres stations, là, ils devaient être écœurés là, de voir ça. Là. Puis là, elle va être de moins en moins légitime. Là. Ben oui, parce que c'est tellement un débat important, l'égalité homme-femme, puis là, ça enlève de la crédibilité, puis ça donne du poids à des mouvements masculinistes ou autres qui vont pouvoir, justement, les attaquer facilement. Puis le problème de la Fédération des femmes du Québec, c'est que elles sont de moins en moins représentatives. Là. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup montréalais, plus. Oui, il y a des antennes, là. Mais puis l'autre affaire, c'est, tu sais, il y a quand même, c'est une gauche très affirmée jusqu'où les femmes du Québec, parce que quand tu t'appelles Fédération des femmes du Québec, ça, c'est toutes les femmes du Québec. Ouais. Pas sûr que toutes les femmes du Québec pensent et s'identifient. En plus, on sait qu'il y a des enjeux comme la légalisation de la prostitution qui divisent le mouvement féministe. Alors, si tu prends le groupe Stella et compagnie avec Fédération des femmes du Québec, il y a une compréhension, une compassion, défendre les travailleuses du sexe, etc. Mais c'est vraiment pas tout le mouvement féministe qui est d'accord avec ça. Il y en a qui considèrent encore qu'il faut complètement criminaliser, interdire la prostitution, là. Parce que parce que sinon, c'est quand même soumettre le corps de la femme à du capitalisme, à l'économie marchande, puis ça n'a pas de bon sens, puis bon. Fait que non, c'est pas évident. Là, la Fédération des femmes du Québec, là, je sais pas s'ils vont se sortir de ça. Ben, moi, je pense qu'elle a fait son temps. Là. Ce sera peut-être le temps de passer à quelqu'un d'autre. Ah, puis après ça, cette femme-là est arrivée à la tête. Tu sais, il y avait quand même
un truc symbolique hyper important parce que c'est une trans. Hein? On se rappellera que c'est un homme qui est devenu femme. Et il y avait quelque chose de très audacieux là-dedans. Tu sais, quand on sait que tous les mouvements pour faire la promotion des droits, protection des droits des LGBT. Alors, il y avait quelque chose de super intéressant là-dedans. Mais là, on dirait qu'ils se sont brûlés un peu. Là, ça, je trouve ça, en tout cas, je sais pas. Il aurait voulu il voudrait s'aborder puis il ferait pas différent. Là, il nous reste 2 minutes. Je veux absolument qu'on parle des certaines propositions que Québec solidaire a faites qui semblent pas nécessairement des mauvaises idées, mais peut-être difficiles à appliquer c'est ça. C'est parce que hier, j'entends une solution, une proposition de Québec solidaire dire qu'il faudrait un certificat médical pour acquérir une arme à feu. Bon. Sur le coup, moi, je vais vous dire, moi, l'arme à feu, c'est pas dans ma culture, je connais pas ça beaucoup, je n'ai pas d'arme à feu. Moi, j'ai pas de difficulté avec le fait de resserrer les règles. Pour moi, avoir une arme à feu, c'est pas un droit, c'est un privilège. Point comme avoir une automobile. Là. Comme un automobile. T'sais, moi, faut que j'enregistre mon trailer 80$ par année ou à vie, pas trop à la SAC. Ben là, j'imagine qu'on peut bien enregistrer une arme à feu. Bon. Puis là, mais c'est pas si simple que ça. Parce que il faut trouver des médecins pour le faire. C'est un acte médical. C'est pas tout le monde qui a un médecin de famille. Il y a des gens qui voudraient juste avoir un certificat pour pouvoir conduire leur auto, puis ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les aptitudes pour conduire l'auto, mais ils n'ont pas le médecin pour remplir le papier. Ou... je sais pas là s'ils ont réfléchi à tout ce que ça demande administrativement parlant, en ressources humaines, en formulaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. L'autre affaire, c'est que ce matin, là, Manon Massé a dit, il va falloir changer nos habitudes dans la lutte au changement climatique. Ce qui est pas faux. Ce qui est tout à fait vrai. Mais là, ça en prend au motoneige. Bon. Là, le problème, là, c'est que 40% des émissions au Québec viennent du parc automobile. Qui est en grande partie à Montréal. Qui est en grande partie à Montréal, où il y a beaucoup de béton et d'asphalte. Puis ça, là, un coup que tu as du béton puis de l'asphalte, là, c'est ça la vraie déforestation. La déforestation, c'est pas de faire des coupes à blanc. La déforestation, c'est pas de couper un arbre puis de replanter. La déforestation, c'est quand tu mets de façon permanente du béton puis de l'acier, puis qu'il n'y a plus rien qui pousse. Puis ça, le problème, il est dans les grands centres. Mais quand elle arrive avec ces trucs sur le motoneige, là, elle est à côté de la traque. Mais c'est-à-dire que c'est-tu ta bonne cible? C'est-tu ça, là, la priorité? Tant qu'à moi, c'est plus le 3e lien à Québec qui est problématique. Clairement. Tu sais, puis limiter l'étalement urbain. Écoute, t'as la moitié de la province de Québec qui reste à Montréal et dans les alentours. Les quelques touristes qui viennent ici, là, qui font rouler les hébergements, là, nous autres, on est dans un move où on construit des passerelles, on se déploie, puis on le voit, là, ça marche très bien. Il y a des... Puis là, ça en va dire une affaire de même. T'sais, d'après moi, tu prends toutes les motoneiges du Québec en même temps, puis ils mettent moins que ce que le 3e lien va faire. Là, oui, puis là, on s'en vient avec des motoneiges électriques, il y a d'autres affaires qui arrivent. Puis c'est pas la première fois, tu sais, quand elle parlait ça nous démontre que patriarcat, matriarcat. C'est parce que... Regarde, là, ils ont rapporté là, la semaine à 4 jours, là, supposément en Islande, en Finlande, pour s'apercevoir que ça avait été une discussion, mais que c'était pas comme ça, c'était pas appliqué pour de vrai. C'était juste une idée qu'elle a eue de même dans le cadre d'une course à la chèvrerie. Ça n'a même pas été appliqué. Ils ont relayé ça. Puis si la Finlande le fait, pourquoi pas nous? Puis peut-être... Là, pensez là, avant de proposer, puis surtout le comment que ça peut être appliqué. Puis connectez-vous à ce qui se passe dans les régions. Il n'y a pas juste Montréal. Et les Publisac, regarde, là, tu sais, on est là-dedans, là. Tu sais. Allez, je t'arrête, Patrice, parce que c'est terminé. Merci infiniment. C'est toujours agréable. Ça passe J'aurais vite. continué. Ben oui, c'est correct. On en refait une dans 2 semaines. C'est bon. Merci, Patrice. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On vous dit bonne semaine. Bye.